Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'école de Fakir au Fakir Royal. Au Fakir Royal, obtenez votre diplôme et épatez la galerie. Votre entourage sera cloué sur place. Consultez votre médecin. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet épisode de E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire où on jase de Tintin. C'est comme ça pendant tout l'été à CKRL 89.1. Et aujourd'hui, on parle de deux albums mythiques de Tintin, Les Cigares du Pharaon et Le Lotus Bleu, un diptyque qui, je viens d'apprendre, est une histoire en deux parties. Il n'est pas une maladie, comme je pensais précédemment. Donc, on jase de Tintin avec notre équipe habituelle. Olivier Morissette, salut! Salut François! Guillaume Plante, salut! Salut François, salut Olivier. Et la semaine dernière, on a oublié de faire parler Tania Beaumont. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas de femme dans l'album, dans les deux albums qu'on analysait dans Tintin au Congo était en Amérique. Ben oui, mon rôle était supprimé. Je sais pas qu'est-ce qu'on a pensé. Ben, qu'est-ce que RG a pensé? Ben oui. C'est peut-être ça. Alors, salut Tania Beaumont. Salut. Bon, alors, on va essayer de te faire parler. Tania a dit ses 3 répliques, alors elle a fait le tour. Voilà. Merci Tania. Tu peux retourner pousser tes pitons. C'est la moyenne dans les albums. Ben oui, voilà. Ouais. Alors, la prochaine. 4, on brise un record. Alors donc, aujourd'hui, on parle, c'est ça, des Cigares du Pharaon et du Lotus Bleu. Je vous rappelle un peu l'idée, c'est ça, on va faire tous les albums comme ça je vais dire en 2 shots, je viens de le dire. Donc, en 2 parties. Et aujourd'hui, donc, on est encore dans les années 30, Lotus Bleu, Les Cigares du Pharaon. Donc, on va écouter une chanson tout d'abord qui va nous mettre un peu en contexte. On va écouter une chanson encore une fois à 66% pertinente comme la semaine dernière. On va aller en Égypte. On n'ira pas dans les pyramides, mais bon, dans la chanson, il y a une pyramide dans le titre. Alors, ça fit un peu. Ben oui. Alors, voici Radiohead avec Pyramid Song sur CKRL.
Radiohead avec Pyramid Song sur CKRL. Vous êtes à l'émission E égale RG2. On parle de Tintin. Avant de commencer avec les cigares du pharaon, quelques petits trucs pour vous. Pendant l'émission, vous pouvez communiquer avec nous sur notre page Facebook, facebook.com/RG CKRL, RG HARGE CKRL. Également, on est sur Twitter. On peut vous lire sur Twitter pour nous des questions. C'est le hashtag MatraqueMolle pour nous rejoindre. Guillaume, un petit rappel du hashtag MatraqueMolle, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, comme j'avais décrit la semaine dernière, la matraque molle est l'arme ultime pour neutraliser le Tintin commun. Parce que Tintin est indestructible au combat, mais une matraque molle, c'est comme une espèce de semelle de chaussure qui sert à assommer autrui. C'est d'une efficacité terrible. Ouais, c'est très très bon. On l'a essayé d'ailleurs, ça marche vraiment très très bien. D'ailleurs, on a eu une deuxième requête en fait sur hashtag MatraqueMolle. Il y a Simon Richard qui nous dit, parce que la semaine dernière on se demandait comment on appelait les habitants de la Belgique. On avait dit les Belgicois. Il y a Simon Richard qui nous dit on dit juste Belges, je pense. Eh bien non, on a vérifié, c'est les Belgicoyens. Les Belgicoyens. Avec un i très mort. Voilà, alors c'est dit. Donc maintenant, passons dans le vif du sujet. Les cigares du pharaon, un album 1934, première édition, qui a été complètement redessiné en 1955 dans la période entre Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Et ça paraît très bel album, des superbes couleurs, il y a beaucoup d'élagages d'épisodes. C'est vraiment un très très bel album. Donc dans cet album-là, c'est un album où Tintin voyage beaucoup, il s'en va, il arrive en Égypte, il se ramasse en Inde, c'est un très long périple. Et il est sur, encore une fois, un peu comme la semaine dernière avec les gangsters de Chicago, il est sur la piste des pas vendeurs d'opium. Des contrebandiers. Des contrebandiers, oui. Contrebandiers, ouais. De vils trafiquants d'opium. Et c'est ça, donc donc un bel album une vraie belle aventure. Et il rencontre Tintin rencontre une espèce de professeur Tournesol, le professeur Philémon Cyclone, qui est vraiment un excellent nom, qui est une espèce d'un crackpot, disons-le. Un scientifique un peu cinglé. Oh, oui, c'est lui qui a inventé le popsicle qui porte maintenant son nom. Oui. T'as raison. J'ai lu ça aussi sur Wikipédia. Mm-hmm. Et c'est également dans cet album-là qu'on rencontre pour la première fois des personnages qu'on adore. Roberto Rastapopoulos, vraiment le Blofeld, le grand méchant de Tintin, c'est vraiment un excellent personnage. La première apparition aussi, pour vrai, des Dupont. Oui.
Oui, qui ont un rôle beaucoup plus sérieux. Oui, c'est ça, c'est des vrais policiers. C'est un peu les inspecteurs Javert de l'épisode, où ils courent après Tintin, mais à tort. Javert D et Javert T. ça marche. Ben, moi, je me questionnais s'ils étaient amis ou ennemis dans cet épisode-là. Ça prend du temps quand même à saisir là, s'ils sont du côté de Tintin ou non. Ben, je pense que dans les cigares du Pharaon, c'est là qu'ils s'apprivoisent, là. On sait pas encore. Ouais, on n'est pas trop sûr. Mais ils ont pas vraiment le temps de se parler, hein, parce qu'ils l'attrapent, ils se sauvent, ils l'attrapent, ils se sauvent, ils se cassent la gueule, ils se sauvent. Ça ressemble toujours pas mal à ça. Oui, c'est sérieusement deux antagonistes au début de l'épisode, mais on sent qu'il y a une relation de frenemy qui semble s'installer de plus en plus. Dans le Lotus Bleu, il l'appelle carrément notre ami. Oui, nous devons arrêter un ami. Ouais, donc, parce que moi, ça fait un peu penser à la relation dans le film Point Break entre Keanu Reeves et Patrick Swayze. C'est le policier qui devient ami avec les méchants, puis là, c'est une amitié indestructible, forgée dans le feu de l'action. Exactement. Et c'est également la première apparition d'un autre personnage central de la série Tintin, le chloroforme. Le fameux chloroforme, à la page 15... Mais c'est une apparition subtile parce qu'il est pas encore présent. On a chloroformé quelqu'un, mais on le voit pas. Oui, non, c'est ça. On le voit pas, par exemple. Mais le chloroforme, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis on ne le dresse pas encore, on dit pas un tampon de chloroforme ou on le chloroforme, mais éventuellement, on va... Oui, c'est ça. Il y a une certaine précision. Oui. Mais le chloroforme, d'ailleurs, qui a donné toutes ses lettres de noblesse au gaz endormant ou Ah oui, avant cet épisode-là, c'était l'éther all the way. Oui, vraiment. Pour knocker quelqu'un, tu mettais de l'éther sur ta guenille, sur le nez, bing bang, mon oncle fait dodo. Mais après les cigares du Pharaon, les enfants s'arrachaient des bouteilles de chloroforme. Oh, il y en avait plus dans les pharmacies. Ouais, puis c'est un choix judicieux des méchants, puisque là, enfin, un gaz qui ne réagira pas impromptement avec l'eau ou un autre matériel commun, comme les gaz qu'on avait utilisés là dans Tintin au Congo. Ouais, exactement. Ouais. Puis ce qui est, le Z4 qui au contact de l'eau. Qui réveille. Ouais, qui réveille. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est quand même une belle évolution, parce qu'avant, on avait l'éther, après ça, on a eu le chloroforme, et maintenant, pour endormir les gens, on prend le dernier album de Coldplay. Alors, ça marche aussi, ça marche très bien. Écoute, je l'ai essayé pas plus tard que la semaine passée. Sur une guenille. Sur une guenille. Le Chloroplay. Le Chloroplay. François, j'avais un petit commentaire aussi lorsqu'on parle des personnages qu'on rencontre pour la première fois dans Tintin, les cigares du Pharaon. C'est là aussi qu'on rencontre Alan, le célèbre contrebandier. Le célèbre contrebandier, Alan Thompson. Ouais, qu'on verra là, ensuite dans plusieurs épisodes. Ce vil contrebandier. Et qui, mon Dieu, est chanceux. Il est très chanceux parce que les policiers débarquent ils disent, voici le vil contrebandier, ce célèbre contrebandier, Alan, débarque sur le bateau. Tintin, ils ont jeté la cargaison par-dessus bord et les policiers s'en vont. Mais c'est un peu comme l'origine de jeter la drogue dans la toilette, je pense. Mais là, on l'a jeté par-dessus bord. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mais quand même, tu le sais, là, c'est qui? Tu sais, c'est le célèbre contrebandier, Alan. Déjà un criminel notoire. Écoute, Alan Thompson ne quitte jamais son domicile 140 kilos de cocaïne. Cet homme n'a rien sur lui. C'est son frère jumeau. Mais c'est Alain. Alain Thompson. Parlant de frères jumeaux, vous remarquez aussi là, qu'à la page 14 des cigares du Pharaon, dans les deux dernières cases, il y a un des Touaregs là, de la tribu qui ressemble comme deux gouttes d'eau au capitaine Haddock, mais en plus bronzé. Mais là, il y a quelque chose, Olivier, tu m'en parlais, à la page 15. D'ailleurs, on vous invite à sortir vos albums pour les consulter avec nous. À la page 15, il y a une scène où j'allais dire le fakir, mais c'est pas le fakir, le sheik montre à Tintin qu'il suit ses aventures et il lui montre Objectif Lune. Mm-hmm. Petite anecdote, moi j'aime ça les anachronismes, et là il y en a un assez notoire, oui, parce que Objectif Lune, vous allez le savoir plus que moi, mais c'est sorti quand même plusieurs années après. Oui, longtemps après. Mais là on comprend que c'était une réédition où Hergé se disait un jour je vais sûrement écrire Objectif Lune. Mais en fait, on est dans la période de promotion d'Objectif Lune lorsque la réédition sort. Donc là, voilà. Sauf que là, on prend en considération que tout ça est une bande dessinée, mais nous, malheureusement, on prend ça un petit peu pour du cash. Ouais. Mm-hmm. Donc, les aventures de Tintin des cigares du Pharaon se passent avant Objectif Lune, mais l'album Objectif Lune existe dans cette réalité-là. Ouais. C'est comme une mise en abîme aussi de la BD dans la BD, finalement. Ouais. C'est de la BD reportage avant son temps. C'est carrément une Tintinception.
C'est Tintin dans Tintin. Ouais, parce que Guy Delisle pourrait le faire, par exemple. Il va dans un pays X et écrit une BD. Il y a quelqu'un qui vient de voir. Oui, j'ai lu vos chroniques de Jérusalem. Donc, c'est à peu près ça qui se passe, là, mais avant Guy Delisle. Et là, je sais pas si Tintin, il a pris l'album puis il regardait en arrière puis s'est demandé, OK, c'est quoi ce gros maudit champignon-là? Ouais. Pourquoi cette étoile est si mystérieuse? Ouais. On va y revenir d'ailleurs à cet album complètement craqué dans la tête. Et là, et c'est le premier album, Tania, tu vas nous en parler, c'est le premier album où il y a des femmes qui parlent. Écoute, des rôles parlants. Il y a 3 rôles féminins là-dedans. Je te dirais pas marquants, mais il y en a quand même. Justement, dans ce désert, on tombe sur une scène de film qui est tournée. On va le savoir un peu plus tard pourquoi, hein, parce que Tintin ira voir au cinéma ce film. Alors, il y a une actrice qui fait très bien son rôle. Un peu peut-être une espèce de Marilyn Monroe là, dans une robe lilas avec des cheveux frisés blonds, et elle crie au secours à moi, pitié, grâce. Donc c'est ça. Pour le premier pour les premiers textes de femmes, elle est couchée par terre et on la fouette. Ouais. Donc ça c'est pour le premier rôle féminin. Il y aura également Madame Snowball un peu plus tard qu'on va voir. Qui personnellement, je trouve qu'elle ressemble à l'ancien ministre libéral Claude Ryan. Elle a effectivement un petit look, mais encore là ne parlera pas beaucoup à part perdre connaissance et dire qu'elle va voir un fantôme. Mais heureusement, c'est une des premières méchantes là de Tintin. Ça aussi on le voit à la fin. Je pense qu'on peut voler le punch, mais elle fait partie des méchants. Et le rôle le plus marquant féminin vient d'un dialogue entre ce personnage et avec Milou. Alors Milou qui rencontre Madame la Vache. Oui. Et puisqu'on est rendu en Inde, eh bien la vache est sacrée, et là il y a toute une frustration, hein, parce qu'évidemment la vache est pas vraiment contente que Milou lui rentre dedans. Donc il y a une espèce de prise de bec ici qui va mener Milou presque à l'immolation, mais à l'immolage. Au feu. Du Belgicoyen. Au feu. Mais c'est le plus grand texte féminin de cette BD, des cigares de du Pharaon. De la série même, je pense. Probablement de la série, à part la Castafiore, on va y revenir si c'est une femme ou non. Mais pour l'instant, le débat est ouvert. Dans les trois épisodes qui ont été feuilletés, c'est une vache qui tient le plus long texte féminin. Merci Hergé. Parlant de vache, on a parlé beaucoup dans l'album Tintin au Congo, justement, de la destruction complète du règne animal au Congo. Et là, pas Tintin, mais Hergé essaye de faire un petit peu amende honorable envers nos amis les animaux. Et Guillaume, toi, t'as remarqué une scène qui montre peut-être le moment où Tintin, finalement, craque et se rend compte que les animaux doivent être protégés. Sont nos amis. Oui, à un moment donné, Tintin, il veut se sauver des gardes arabes. Il court, il voit un avion. Oh yes, je vais pouvoir me sauver par la voie des airs. Mais il y a un garde qui monte la garde, donc il fait très bien son travail. Alors Tintin, il se dit, oh, ok, je vais faire une diversion. Et dans le cerveau malade et sociopathe de Tintin, quelle est la meilleure façon de faire une diversion? Il pointe Tintin, il crie aux gardes, et je vais citer, au secours, sauvez-moi, ce chien est enragé, abattez-le. Tintin demande aux gardes armés de gonner Milou, une balle entre les deux têtes. Entre les deux têtes. Entre les deux yeux. C'est un chien bicéphale, non, entre les deux yeux. Et le pire, c'est ça, il demande aux gardes de tirer Milou, parce qu'il est enragé, et Milou est vraiment stické sur le fait, quoi, enragé, moi? Lui, c'est pas grave, là, qui a demandé de se faire mitrailler. Il a quasiment l'habitude, faut croire, là. Mais je pense que Tintin aussi a pris l'habitude que normalement, à chaque fois que ses ennemis tirent, ça fonctionne pas. Fonctionne jamais. Donc, il a pas nécessairement pris une chance là-dessus. La réaction du garde, c'est, oh non, je me sauve. Ouais, il a pas pensé tirer ce chien. Je sais pas. Moi, vous, là, je sais pas pour vous avez un gun dans les mains, il y a quelqu'un qui court vers vous en disant, hey, cet animal est enragé, tirez-le. Je pense que je vais prendre en considération le fait que j'ai une arme à feu dans les mains et en faire usage sur le dit animal intoxiqué. Oui, mais Guillaume, tu sais autant bien que moi que le garde, il devait bien savoir que son arme allait pas fonctionner. Elle devait être enrayée. C'est sûr. Mais écoute, moi, à mon avis, à chaque fois que ça arrive, c'est probablement parce que soit le climat est trop sec ou trop humide. À mon avis, je pense qu'il faut que tu utilises ton arme dans un climat tempéré. Sinon, visiblement, ça fonctionne pas, parce que dans les albums de Tintin, à venir à date, c'est toujours ça. Les armes s'enrayent, ça marche pas.
Il y a tant quelque chose. Alors c'est ça, Tintin a mis carrément Milou au l'hôtel des sacrifiés. Ouais. Et finalement, ça marche, le garde se sauve et ils se rendent dans l'avion. Et c'est quoi la raid qu'ils font? Je pense qu'ils font de... Parce qu'ils parlent, en fait, en bateau, ils débarquent à Port Saïd et ils se ramassent au Caire, donc il est vraiment très proche. Et lorsqu'il atterrit, parce qu'il manque presque d'essence, on est rendu aux Indes. C'est environ entre 4 et 5 000 kilomètres dans son petit coucou, évidemment, là. Donc, c'est normal qu'il manque d'essence, mais je pense qu'il a eu le temps de faire une petite introspection. Oui, ben c'est long, 4000 kilomètres avec un chien qui te regarde avec un air un petit peu bête. Oui, c'est ça. Parce que Milou veut pas... Ben, il est conscient. Ben, il est conscient, là, parce qu'il parle. On s'en rappelle, il parle. Ouais. Mais ça, c'est, en tout cas, c'est pas clair, là. Ça non plus, c'est pas clair. Parce que c'est juste Tintin qui s'imagine que Milou parle ou Milou parle pour vrai. Ben, parce qu'il y a quand même la discussion entre Milou et la vache, mon personnage féminin, je tiens à vous le dire. Ouais. Donc, en tout cas, il y a des gens qui l'entendent, mais c'est un peu comme Jolly Jumper, on se pose toujours la question aussi. Ouais. Et là, finalement, long story short, l'avion se fait tirer et l'avion tombe sur... Dans le fond, il se fait pas mal abattre en haut de l'Égypte et il atterrit pas mal en Inde. Fait que c'est vraiment un piqué de 4000 km. Non, c'est sa stratégie, ça. Et il se cache dans les nuages pendant 4000 km. Parce qu'on essaie de tirer dessus et parce que Tintin explique, évidemment, ce qu'il a fait. C'est sa meilleure stratégie de piquer dans les nuages et là, il vole comme ça. Ben, il finit par manquer d'essence rendu au-dessus des Indes. Dans la jungle, ouais. Pourquoi on a une fille dans le studio avec nous? Pour faire la mise en onde. Mais c'est ça, donc... Mais oui, il rencontre des éléphants. Oui, il rencontre un éléphant. Plusieurs éléphants. Oui, quelques éléphants. Une fratrie d'éléphants, je sais pas, on doit dire ça. Hein? Quelque chose comme ça. Un troupeau. Un troupeau. Uh-huh. Et c'est là que Tintin, effectivement, devient l'ami des animaux, enfin. Ouais, enfin. Il va tout d'abord soigner un éléphant. À la quinine. Notre médicament préféré. Puis ensuite, se gosser une trompette dans une défense d'éléphant. Ouais. Dans sa grande logique, parce que ça sonne comme une trompette. Mais ce qui est un peu également étrange, dans une défense d'éléphant, tu sais, c'est amadouer l'éléphant avec un morceau d'éléphant. Ouais. Ben, c'est la première fois qu'il devient ami avec les animaux. Faut quand même lui donner une chance. Mais c'est quand même bien parce qu'il devient l'ami des animaux. Mais deviens-tu vraiment ami des animaux? C'est vrai qu'il l'utilise, l'éléphant. Ouais. C'est ça. Peut-être que dans le fond, il se dit, hey, cet animal-là est pas mal plus gros que mon petit fox terrier. Dans le fond, si j'ai besoin d'un autre avion, ça se fait bien mieux de dire arrêtez, attention, cet éléphant est enragé, abattez-le. Ça encaisse beaucoup plus de balles, là, fait qu'il s'est dit, hey, si le garde avait tiré Milou, j'aurais pu mon chien par balle, je vais me prendre un éléphant. J'avoue que c'est quand même une bonne méthode. C'est une très bonne explication, mais on s'est jamais rendu là. L'éléphant a survécu. Ce qui est déjà pas pire, là. Vous êtes d'accord avec moi? On a un éléphant qui apparaît dans une case de Tintin, puis il toffe la run, là. Ouais. Donc là. Si on compare à l'autre qui s'est fait abattre par un singe d'une balle entre les deux yeux, non pas entre les deux têtes. J'apprends de mes erreurs. Et il y a un tigre aussi, par la suite qui saute sur, Tintin. Ouais, exactement, mais qui se fait avoir par un bout de bois dans la bouche. Mais une camisole de force. Tintin niaise pas avec ses tigres. Non. Mais c'est ça, quand même, il y a quand même une belle progression, justement, à ce niveau-là. Mais après ça, on se ramasse dans un épisode un peu étrange où tout le monde est fou, tout le monde prétend qu'il est fou, il y a des fous, il y a même des fous à l'asile. Le fou n'est pas celui qu'on pensait. Il y a des faux fous. Il y a des faux fous, il y a des vrais fous. Et c'est juste fou. C'est fou. Il n'y a pas de désordre neurologique, là. T'es fou ou t'es correct. C'est ça, c'est un état de rien entre les deux. Aucune gradation. C'est le même traitement pour tout le monde. Ouais, il faut que je me lave les mains 4 fois par jour avant d'entrer chez nous. Oh, vous êtes fous! Non, c'est pas de l'ordre des troubles mentaux, là, ou des maladies, c'est vraiment être fou. Ouais, simplement. Tout simplement, puis c'est bien correct. À un moment donné aussi, non, mais faut pas virer fou avec ça. S'il fallait qu'il commence à diagnostiquer tous les petits troubles... Imagine ça aussi, la recherche documentaire là, pour écrire l'album. Là. Non. Une seule maladie et tout le monde est content. Mais surtout qu'il y avait beaucoup de maladies mentales à l'époque qui rentraient là-dedans. En fait, qui sont pas des maladies mentales. Je pense à l'homosexualité qui était sûrement une maladie. Donc, ça aurait pu faire vraiment plus de troubles qu'aujourd'hui. Déjà que le racisme est assez présent. On n'en a pas parlé, mais il y a une belle tirade aussi sur ce qu'on pense des Chinois et des Japonais. Ça va être dans le Lotus Bleu. Je les ai lus à l'envers. Je suis désolé.
partager. Ben oui, c'est pas de problème. Ben, j'ai trop hâte d'aller en parler. Mais on a François Jean qui est là pour la chronique testée pour les Tintins. Ben oui, notre Mythbuster en résidence. Oui, on l'a. Ben bien oui, on l'a. Excusez. Oui. Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je pense qu'il est malheureusement. Parce que on l'a, comme dans l'album des Cigares du Pharaon, on lui a demandé de tester, de se faire jeter par-dessus bord d'un bateau dans un sarcophage. Et là, on est allé tout à l'heure à la chute Kabir Kouba. On l'a tiré en bas d'un... Lancé en bas des chutes. En bas des chutes. Puis là, on entendait son appel, mais là... pas trop. Non, ça j'arrive pas à l'avoir. Non. Oh. Ça marche pas, je suis désolé. Ça n'a pas très bien été. On souhaite un prompt rétablissement ou nos sincères condoléances à la famille mais Jean. Pourtant, il y a quand même 3 personnages, dont un chien qui arrive à survivre à ça en pleine mer. Là. En tout cas, avis aux riverains de la rivière Saint-Charles, si jamais vous voyez passer un sarcophage... c'est ça. C'est notre ami François Jean. Mais le test est non concluant. Wendake, c'est un beau spot pour mourir. Oui, quand même. Mais là, oui... Mais sinon, Guillaume, tu disais pourquoi il y a une fille dans l'équipe. Ben, en fait, moi, j'ai envie de pas être drôle là et d'y aller avec un côté un peu plus sérieux dans la chronique lourde, disons, de cet épisode, parce que il y a quand même une lettre quand Rastapopoulos voit Tintin. Alors, on le connaît pas déjà, mais tout de suite, il sent qu'il va nuire à son commerce finalement, et il écrit attention. Il a fait la connaissance d'un jeune journaliste dont il faut se méfier. Il s'agit de le faire disparaître dès la première escale. Et on est au Moyen-Orient. Et là, je veux juste ramener en contexte avec aujourd'hui, en 2015-2016, où on a carrément vécu ce problème, où il était extrêmement dangereux. Il est encore extrêmement dangereux pour des journalistes d'aller au Moyen-Orient, et on veut les faire disparaître. Alors, encore une fois, Hergé, précurseur de son temps. Ouais. Déjà que Rastapopoulos était sur les lieux pour faire son film qui appelait La haine arabe. Ouais. Alors, vous trouvez trendy, trendy avec votre islamophobie? Non, ça date depuis 80 ans, facile, exactement. Les enfants. Encore une fois, la semaine dernière, on disait que Hergé avait inventé le tas. Ouais. On a encore la preuve. Une pelletée de plus sur le tas. Ouais. Le tas, à cette époque, il commençait à faire peut-être 2 pieds de long. C'est un bon petit tas. Un beau petit tas. Un tatinet. Et d'ailleurs, si vous avez soit des chroniques lourdes ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous joindre sur la page Facebook. Oui, facebook.com/RGCKRL, RGHARGE, CKRL. Et là, on va en pause publicitaire. Oui, parce qu'on s'est trouvé un commanditaire. Alors, on va en pause publicitaire et tout de suite après, on va entendre une pièce de Émilie Simon qui s'appelle Dame de Lotus et on va parler du Lotus Bleu. Oh. CKRL 89.1. Et je me suis dit, le Québec n'est peut-être pas encore un pays au niveau juridique, mais est encore capable de rêver. Et ça m'a fasciné. Je crois, en tant qu'historien, qu'on est dans un espace cruel. Les matins éphémères, en semaine, dès 7h. À l'occasion des 20 ans des Journées de la Culture, l'organisme Culture pour tous lance un concours afin de dénicher nos 20 trésors culturels. La Ville de Québec, en partenariat avec CKRL, vous invite à identifier un trésor culturel local et à soumettre vos idées sur le site de CKRL. Ça peut être un lieu, un espace, une personne, un événement ou encore une œuvre d'art. Le concours se déroule du 1er au 30 juin. 20 trésors seront sélectionnés et dévoilés le 5 juillet dans l'émission du retour. Plusieurs prix à gagner. Soumettez vos trésors culturels et vos idées sur trésorqc.ckrl.qc.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 $ de rabais sur un massage d'1 heure et plus chez Ma Solution Québec au Centre médical Mayou, 1900 Avenue Mayou. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour 1 an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. S'offrir des vacances de rêve au Québec, c'est possible. Cet été, rendez-vous dans les parcs nationaux du réseau Parc Québec pour respirer le grand air, fouler des kilomètres de sentiers pédestres, naviguer sur l'eau, rouler à vélo et vous endormir à la belle étoile. Répartis aux 4 coins du Québec, ces destinations spectaculaires vous feront vivre de grandes aventures qui laisseront des souvenirs impérissables aux petits comme aux grands.
Réservez votre séjour dès maintenant à parcquebec.com. Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'école de Fakir au Fakir Royal. Au Fakir Royal, obtenez votre diplôme et épatez la galerie. Votre entourage sera cloué sur place. Consultez votre médecin. Émilie Simon avec Dame de Lotus sur les ondes de CKRL. C'est E égale RG2. On parle de Tintin. Et là, on va parler de l'album Le Lotus Bleu, qui est une des plus belles couvertures des albums de Tintin. Le Lotus Bleu? Oui. Shit, j'ai lu La Diète jamais. Je trouvais ça bizarre que Tintin, c'était un gros chat orange puis qu'il était vraiment méchant avec Milou. Ben, je lis en vitesse pendant que vous parlez. Oui, non, mais fais ça. J'essaie de me mettre à jour. Oui, pas de problème. Je vais te faire un petit résumé vite. Ah, merci. Donc, Tintin est sur la piste des trafiquants d'opium. Et là, il était en Inde. Il est toujours en Inde au début de l'album. Ouais. Jusqu'à ce que RG décide que ça ne tente plus de redessiner ses cases. Et là, après, il se retrouve à Shanghai, en Chine, et c'est le premier album, où RG a vraiment fait un vrai travail documentaire sur le pays que Tintin allait visiter, parce qu'avant il y allait avec les clichés, qu'il connaissait, les films qu'il avait vus, les lieux communs. Et là, pour la première fois, il a été mis en contact avec un étudiant chinois qui était à Bruxelles, Chang, qu'on va retrouver plus tard dans l'album. Donc, ça a permis donc d'étoffer un petit peu l'épisode chinois de l'album. Donc, c'est ça. Il est sur la piste des contrebandiers. Et là, il est en Inde. Et ça commence avec, bien sûr, Tintin qui... on pense qu'il joue du thérémine.
Oui, on pense qu'il joue du thérémine. Mais non, c'est un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait, un goniomètre? Semble-t-il que ça mesure les gonios. Oui, exactement. En fait, Tintin assouvi sa petite curiosité. Là, il écoute tous les messages qui passent là, sur ondes courtes. Toute la gang. C'est un petit cornifleux. Il avait du temps à perdre chez le Maharaja. Oui. Et il rencontre également chez le Maharaja un fakir, un deuxième fakir, parce que dans le premier album, on a rencontré, dans le premier album, dans les cigares du pharaon, on a rencontré un fakir diplômé. Oui. Et moi, ça m'a quand même surpris. Mais j'ai vérifié et c'est pas vraiment un diplôme de fakir, c'est que il y a un bac en création littéraire à l'Université Laval, puis il a fait un certificat en nutrition. Okay, mais il y a pas tous les crédits. Là. Mais il y a pas de lien entre fakir et diplômé, c'est juste quelqu'un de diplômé. C'est un diplômé fakir. Okay. Il manquait peut-être une virgule, quelque chose là, c'était pas clair. C'est comme un docteur, c'est pas nécessairement un médecin. Ouais, il y a peut-être un diplôme en kéfir, mais c'est un dyslexique. Donc là on a un autre fakir qui sert juste à faire des blagues. Et là on a la première apparition du poison qui rend fou, qui va être vraiment très très important pendant tout l'album, parce que Tintin va essayer pendant tout l'album de trouver un remède au poison qui rend fou. À vrai dire, le poison apparaît en premier dans les cigares du pharaon. Oui, à la fin des cigares, oui. Parce que Tintin est déjà prêt. Donc j'aurais dû le lire. Ça aurait tellement aidé. Quand le messager chinois là, se fait piquer, là, et Tintin c'est tout de suite, il dit « Oh non, le poison qui le rend fou », parce qu'il avait déjà... Je hais les lundis. Il mange de lasagne. Donc, c'est ça. Tintin se rend donc en Chine. Et là, il se ramasse... Mais là, c'est ça. Il se ramasse donc avec... là, ça commence avec des méchants américains, britanniques, parce qu'à cette époque-là, la Chine est encore une... C'était le même pays. La Britannie et l'Amérique, c'était le même pays. La Britannie, oui, c'est ça. Mais à cette époque-là, Shanghai, c'est encore une concession britannique. Donc, c'est ça. Il y a des personnages... Des Occidentaux, quand même beaucoup. Parce qu'il faut bien que Tintin parle à quelqu'un dans la langue. Quoique ça n'a jamais vraiment dérangé. Ça le dérange pas. Hein. Il parle n'importe quelle langue. Maghrébin, espagnol, peu importe. Tintin parle toujours. Oui, il est belge. Fait qu'à l'époque, tout le monde parlait le flamand. Belgicoyen. Oui. Oui, les Belges. Oui, excusez. Ben, c'est l'abréviation. Ah ouais, ok, non. Ça se dit plus vite. Comme moi, je suis un keb. Donc, oui. À Shanghai. Oui. Et là, on a la première apparition d'un personnage qui, moi, me trouble profondément, c'est-à-dire le fils de Monsieur Wang, qui a été malheureusement empoisonné par le poison qui rend fou. Et sa folie, à lui, c'est de couper des têtes. Ouais. Et tout le monde est super correct avec ça. Ça dérange pas personne, là. On le laisse aller. On lui donne un sabre. Il se promène où il veut. C'est drôle, parce que tout le monde qui s'est piqué par le Rajaija, ils se mettent à chanter et à se prendre pour n'importe qui. Fait que dans le fond, le Rajaija, c'est un peu comme si t'avais une méga brosse en une injection. Ouais. Lui, dans le fond, Didi, de son nom, on peut dire que dès qu'il se cale un six-pack, il se met systématiquement à vouloir chopper la tête à tout le monde avec son sabre japonais. Oui, mais ça arrive, ça. Il y en a qui, dès qu'ils boivent, deviennent agressifs, qui se battent à la sortie des bars. Probablement le même genre de personne. Mais là, on parle de couper des têtes, là. Ouais, pour donner l'illumination. On t'a Shanghai, probablement, ouais. Mais personne, ça dérange personne. Ah non, mais ça rend triste, en fait, les gens. Surtout. Oui, mais... C'est comme s'il y avait juste une mauvaise habitude là qu'on essaie de lui faire passer. Ouais, c'est comme s'il se rongeait les ongles, puis là, il se ronge encore les ongles. Mais c'est vrai qu'il y a toujours son maudit cimetière sur lui, non-stop. Personne n'y enlève. Personne n'y enlève. Le monde le savent, là. Ben oui, non, ça le calme, ça y est, ça le calme son épée. Là, c'est comme si tu sais que quelqu'un fume du crack, puis là il est tout le temps avec son crack. Avec son crack. C'est comment vas-y. Ben c'est même plus soft, tu peux pas couper la tête à personne avec une pipe à crack, là. Non. Mais c'est pas à défaut d'avoir essayé. Et encore une fois, parlant du poison qui rend fou, Tintin reçoit lui aussi une injection de poison qui rend fou. Et là, il se met à chanter comme Maurice Chevalier, à dire toutes sortes d'inepties, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'est pas vraiment empoisonné. Ouais. Alors, pourquoi il chante comme un débile? Ben, j'aimais ton analogie avec la brosse, parce que Tintin a 14 ans. Oui. Donc, il est un jeune garçon. Donc, on sait que nos premières brosses, des fois, on a peut-être exagéré un peu l'effet. Ouais. Donc, comme un jeune qui prend un couleur et qu'on voit c'est juste 0.5, il semble sous. Donc là, Tintin a exagéré la... Ça lui permet aussi de s'échapper. Il y a peut-être ça qui est stratégique. Ben, moi, je l'ai senti comme ça.
Mais c'était stratégique. Alors, là. voici le côté rationnel de la fille qui refait surface. Mais ça y prend pas beaucoup de temps à se rendre compte. Ah, finalement, non, je suis pas empoisonné, tu sais. Donc, non, on va dire, j'adhère à la théorie de Tania qui dit que c'est un stratagème de la part de Tintin qui se rend compte que, hey, je ne suis pas fou. Mais sur le coup, il a peut-être cru. Moi, je pense qu'il a cru, mais en sortant, il a comme fait, ah ben non, coudonc. Il a rencontré Milou et là, tout revient. Ouais, il a comme chillé un petit peu trop longtemps en fou dans la rue. Un moment donné, c'était peut-être plus nécessaire, mais il s'est pris au jeu. Il faisait l'avion. Tout le monde sait que quand on fait l'avion, on se prend au jeu. Ouais, il faut finir sa toune. Ouais, exactement. Tintin également dans cet album-là, il se déguise quand même pas mal souvent. Oui, c'est un vrai costumier de Radio-Canada. Oui, exactement. Mais Olivier, toi, ça t'a quand même marqué, je pense. Oui, effectivement. Tintin, là-dedans, est le maître du déguisement. Donc, mais en plus, ce qui est un peu paradoxal là-dedans, c'est que lorsque Tintin veut être reconnu, il est reconnu. Ouais. Et lorsqu'il veut passer inaperçu, il passe inaperçu. Alors, dans certaines pages, là, en page 5, en page 11, on reconnaît facilement. Tout le monde reconnaît Tintin, il y a un visage commun. Ah, voilà Tintin. Et puis, il prend des costumes, et là, il devient... Par magie. Il devient asiatique. Tout le monde croit que c'est un petit chinois. On a un général. Un général, oui. D'ailleurs, ça, je vous invite à prendre la page 31, qui est le summum du déguisement de Tintin. Oui. Donc, Tintin se déguise en général et fait de la revue de l'armée. Et là, tout le monde le prend pour un vieux chinois. Pardon, un vieux japonais. Donc là, tout le monde Et pourtant, c'est Tintin. Et le général va dire, un petit chinois m'a attaqué. Ouais. Donc là, lui, le général a vu Tintin comme un chinois. Donc il y a comme deux couches de déguisement. Ouais. Et ensuite, à la fin de la page, Tintin s'envoie à la police internationale et dit, regardez, je suis européen. Il enlève ses lunettes et là, il est européen. Donc dans cette page, Tintin est vieux général japonais, chinois et européen. Mais si ça marche pour Clark Kent. Avec seulement des lunettes, Et d'ailleurs, quand Tintin se déguise en général, il se fait une fausse bédaine avec Milou attaché sur son ventre. Et là, je me pose la question, est-ce que c'était vraiment pour faire une fausse bédaine où il se dit, hey, d'un coup que je me fais tirer dans le ventre, je placerais bien quelque chose entre moi et la balle. Donc, 2 fois en 2 épisodes où il y a une possibilité de tirer sur Milou, là, mais volontaire de la part de Tintin. Ah oui. Je pense qu'il va faire garder l'œil ouvert là-dessus. Mais de toute façon, essayez-le par vous-même, gars, vous deux, là, Olivier et Tania, qui n'avez pas de lunettes. Essayez-le, mettez des lunettes, je suis sûr, vous avez l'air à 2 petits Chinois. Probablement. Moi, je suis convaincu. Je pensais qu'elle allait leur dire de strapper un chien sur le ventre, de se faire tirer dessus. On demandera à François pour la semaine prochaine. Ouais. Tester sur des Tintins la semaine prochaine. Ben oui. Oui. Non, mais c'est ça. Écoute, faut l'essayer, hein. Si on l'essaye pas, on le saura jamais. On ne le saura jamais. Faut bien qu'il meure à monnaie, ce chien-là. Oui. Mais je pense pas. Non? Mais je pense pas. Mais tu vois, Milou, il prend beaucoup moins d'importance par après. Parce que là, c'est son seul ami. Là. Il y a Chang, là, plus tard. Mais là, Milou, c'est la seule référence à Tintin pour le monde des vivants. Là. Il y a même un moment où on l'oublie dans la bande dessinée. Oui, il l'oublie. On l'oublie et finalement, on le rattrape par hasard. Parce qu'on l'a retrouvé dans la rue et hop, on explique comment Milou n'a pas été là pendant quelques cases. Mais honnêtement, là, s'il n'avait pas retrouvé Milou, est-ce que Tintin aurait vraiment... Parce que là, il y a Chang, il y a son ami Chang. Chang est arrivé, là. Chang est arrivé, il n'y a plus besoin de Milou. Ouais, à vrai dire, c'est ça. Milou, il se perd en monnaie, puis à un moment donné, il vole un camion blindé parce que Tintin fait juste voler des shit tout le temps. Puis là, à un moment donné, tiens donc, on a retrouvé Milou. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment Milou qu'ils ont retrouvé? C'est peut-être un fox terrier pareil qui se dit, hey, gars, j'ai un maître. OK. Ouais, surtout dans les albums, un peu plus tard, Milou parle beaucoup moins. Ben ouais, il a trouvé un chien attardé, ou fou. Ouais. Ben, il s'est peut-être passé quelque chose, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, on va se l'entendre, dans les... on va se le dire. On va se le dire, ouais. Moi, je vais l'entendre. Puis vous autres, vous allez le dire. Ouais, non, mais on va se le dire, il y a beaucoup de non-dits. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose dans ces cases-là où Milou avait disparu, tu sais. Ouais. C'est peut-être vécu un traumatisme là, qu'on connaîtra plus tard. Là. Il y a le fameux 4000 km en avion aussi qu'il faut jamais négliger dans Qu'est-ce qui s'est dit dans ce voyage? Finalement, ce que je retiens, c'est que les cases qu'on voit pas et qu'on imagine sont beaucoup plus intéressantes. J'ai fait un petit scan là, à partir de la page 40 où est-ce qu'on retrouve Milou là, dans le char blindé. Là, Milou ne reparle plus de l'épisode. Ben voilà. Il a pris un autre chien. C'est plus Milou. Ou Milou a toujours été une femme et elle boude. Parce qu'ils l'ont laissé de côté. Miloune.
Et là, puisque c'est une femme, bon, elle a pas de parole parce que Hergé ne laisse pas parler les Exactement. Non, écoute, il y a une case avec des paroles de femmes là-dedans. Attendez, je vais la retrouver. Il y en a juste une. C'est la mère, la femme de Monsieur Wang. La femme de Monsieur Wang. La mère du gars qui coupe des têtes. Exactement. qui n'a aucun prénom, donc qui va être la maman ou qui va être l'épouse de Monsieur Wang, mais qui n'a jamais de prénom à aucun moment, qui va quand même être enlevé parce que tous les personnages doivent être enlevés à un moment ou un autre. Donc, notre fils a une nouvelle crise de folie, Wang. De grâce, essayez de le calmer. Bah, quand même. Voilà, c'est terminé pour les dialogues féminins. Non, mais c'est pas mal quand même. Au moins une phrase complète, pas juste des hauts secours et des pitiés. Exactement. Ouais, c'est quand même mieux et c'est pas un animal non plus qui parle. Donc on voit qu'il y a une évolution tranquillement dans le personnage féminin de Hergé. Mais elle fait preuve de beaucoup de tact, surtout quand on se dit que les crises de folie à Didi, c'est qu'il essaye de te couper à la tête avec une épée, là. C'est ça. Elle prend ça encore assez froidement. Très flegmatique. Le flegme. Parlant d'évolution, il y a justement le contexte historique a beaucoup été étoffé. Justement avec l'apport de l'ami de Hergé, Chang. Et Hergé, pour la première fois, il utilise vraiment un vrai conflit quand le Japon a envahi la Chine pour à cette époque-là. Donc, il faisait ça beaucoup dans ce temps-là. Ça s'envahissait à jour de bras. Vraiment fait le saut. Ça m'a vraiment déstabilisé. On a Tintin au Congo, où est-ce que c'était Tintin voit des choses vivantes et s'arrange pour qu'elle ne le soit plus. Tintin en Amérique, c'est tel que tel, des gangsters, pif-paf, des coups de poing. Ouais. Ça commençait à être un petit peu plus complexe, les cigares du pharaon. Mais là, j'ai comme fait l'analogie que c'était comme si les livres pour enfants, t'avais Monsieur Chatouille, Monsieur Hatchoum, Monsieur Bing. Oui. Et là, on sert Monsieur Conflit israélo-palestinien. Mais et surtout avec l'histoire du lotus et de lotus bleu qui est la fumerie d'opium, parce que c'est une vraie guerre qu'il y a déjà eu aussi avec les Britanniques qui avaient le monopole. Oui, j'ai lu sur l'opium. Et 100 ans auparavant, donc il y a carrément eu une vraie guerre de l'opium. Donc c'est un conflit qui a quand même déjà existé. Là, juste une petite précision. Est-ce que tu as lu sur l'opium ou est-ce que tu as lu sur le sujet de l'opium? L'histoire ne le précise pas, malheureusement. Parlant d'opium, moi j'ai bien aimé une petite case où Matsuhito, c'est comme ça qu'on l'appelle, le méchant japonais, Mitsuhirato, a une chart. Encore une fois, un tableau où il dit où s'en va ces cargaisons. À quelle page? À la page 18. C'est à la page 18 avec nous là, c'est la page 18. À la page 18. Et il y a le nom du navire, nature de la cargaison et destination. Mais la nature de la cargaison, c'est toujours de l'opium. Le gars, c'est un trafiquant d'opium. Mais il y a rien d'autre à trafiquer, le gars. C'était peut-être une start-up d'opium, finalement. C'est un entrepreneur. Puis, il s'est dit, on va développer d'autres marchés. Mais pour l'instant, l'opium, ça marche bien, c'est lucratif, on va commencer là-dedans. Parce qu'il y a quand même de la place sur son tableau. Donc, peut-être que plus tard, il y avait d'autres drogues. Donc, tu penses qu'il a peut-être acheté un tableau fait d'avance? Il n'a pas fait son tableau. Moi, je pense qu'il s'est dit, j'achèterai pas 2 tableaux. Okay. On va en acheter rien qu'un, puis on le remplira au fur et à mesure. Peut-être qu'il vend des albums de Daniel Bélanger aussi. Fallait bien. Il fallait qu'elle sorte au monnaie, là. Voilà. Évidemment, notre référence la plus proche à de l'opium, en tout cas pour vous. Je sais pas de mon côté. Oui, moi, c'est ma seule référence à l'opium. Ouais, c'est la chanson de Daniel Bélanger. Mais il y en a aussi là-dedans, beaucoup d'opium. Oui. Beaucoup d'opium, beaucoup de chansons. Oui. Il y a de tout. Mais moi, je me posais la question, et c'est ce qui m'avait poussé, parce que à la fin, dans le subterfuge de Tintin, il enlève l'opium de Barry et se cache dedans. Ouais. Là, je me suis dit, passer quand même quelques minutes, peut-être quelques heures, parce que le temps aussi est très flou là-dedans, dans un baril qui a contenu de l'opium, je sais pas à quel point tu peux en ressortir indemne. Même parce 5 que minutes. Quand on fume l'opium, c'est la manière vraiment qui est la plus efficace et la plus rapide aussi. Donc, selon ce qu'on dit. Selon mes recherches. La deuxième meilleure, c'est de rester longtemps dans un baril d'opium vidé. Ben, je pense que oui. Après, il y a l'ingestion, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est dans l'ordre. Donc, d'après moi, en sortant de là, Tintin, il était un peu high. Oui, il y a des très bonnes chances. Oui, oui. Mais il se cache bien aussi, Tintin, dans toutes sortes d'affaires. Hein? Mais il se cache bien parce que... Combien vous pensez qu'il mesure, Tintin? Écoute, moi, je suis pas très bon. Je dirais un 6 pieds 2. Moi, je dirais 5 pieds 4. Wolverine mesure 5 pieds 3. Puis Tintin, c'est Wolverine. Vrai, ah ouais, c'est sûr. C'est vrai. Ben, ça fonctionne. Mais moi aussi, j'ai peut-être l'impression que Tintin est pas très grand. On lui donne, mettons, un 5 pieds 5. Mais, comme vous voulez. Hein. Mais dans cet album-là, il a l'air abusivement jeune, premièrement, ou de s'être fait enlever les dents de sagesse. Parce qu'il a vraiment la face très ronde avec toujours les petits yeux rouges. Donc, moi, je pense qu'il est enflé là-dessus. Mais sinon, il est vraiment très petit. Et les Chinois
en 2002, avait une moyenne de grandeur de 5 pieds 5. Même pas. 5 pieds 4 et demi. Et les Japonais ont une moyenne de grandeur de 5 pieds 6. Alors que, à côté de tous les personnages, Tintin a une tête de moins, ce qui le met environ à 4 pieds 10. En général. Aussi, quand il fume de l'opium, fait semblant de fumer de l'opium, évidemment, ou ça peut peut-être expliquer pourquoi un peu plus tard, là, je pense qu'il a pas voulu avaler de fumée, finalement, il en a avalé, plus tard, il s'est caché dans le tonneau, là, il était addict un peu. Déjà dépendant. Je pense que oui. Et tous les hommes sont couchés sur des trucs, des espèces de divans, là, où on fume de l'opium. Des récamiers. Ben, ouais, ou quelque chose du genre. Et tout le monde dépasse un peu des pieds ou ont les jambes courbées, alors que lui, Tintin, il a encore une fois un bon pied, là, selon la perspective. Ses jambes sont un peu recourbées, mais il y a quand même un grand espace. Il remplit absolument pas le divan. Et il y a son ami Chang, qui a environ 10 ans et il doit le dépasser d'à peu près de la houppette. Il y a juste la houppette qui est plus grande que Chang. Donc, il y a à peu près la hauteur d'un enfant de 10 ans. D'après moi, Tintin, dans cet album-là seulement, a foulé, probablement dans le sarcophage à la mer, ou je sais pas trop, mais il mesure 4 pieds 10. D'ailleurs, vous remarquez que Chang a une belle coupe emo. Il a l'air un petit peu du chanteur de My Chemical Romance. Donc, pour ceux qui connaissent ça. Donc, il est un emo avant son temps. Encore une fois, le tas. Ben oui. Le tas. Chang, là, on le voit là, puis on va le voir beaucoup plus tard, mais on sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Est-ce qu'il a fondé un groupe d'emo-core? On ne le sait pas. On le sait pas. Mais je pense qu'on a la réponse. Oui, il braille à la fin, fait qu'il s'est dit, OK, mais je vais coucher mes larmes sur les disques laser. En plus, donc on a notre réponse. Chang, chanteur d'un groupe de emo. Les gars, je sais que vous aimez beaucoup la lecture et il y a une si tu savais. il y a une page qui nous fait tous un grand plaisir où on dirait qu'on a oublié que c'est de la bande dessinée. Ouais. Parce qu'à la fin justement, là on apprend finalement que Rastapopoulos c'est le gros méchant parce que dans les cigares du pharaon, on le voit pas, on le voit juste de dos, on se dit c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Et moi, je me suis dit, c'est quelqu'un qu'on connaît pas, ça doit être le bassiste de Coldplay. Parce qu'on ne sait pas c'est qui le bassiste de Coldplay. Mais non! C'est Rastapopoulos qui est derrière tout ça. Tantatam. Oui, Tantatam. Alors qu'on le croyait peut-être mort. Alors qu'on le croyait peut-être à la fin mort. des cigares du pharaon. Et non, et là, ça commence à la James Bond, les explications des plans. Et là, mon Dieu, ça s'explique d'un bord puis de l'autre. Pendant des pages et des pages, des 56, pans de 57. texte. Ah oui, j'ai vu que vous nous épiez Tintin. Ouais. Alors, on a fait ci, on a fait ça, puis Tintin qui en rajoute. Ah, et là, c'est fou. Et ça culmine avec, mon Dieu, la page 60. 60, oui. L'infâme page 60. Où on a le journal de Shanghai avec un article. Et là, il n'y a pas beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de textes. Et en dessous, des grands pavés de texte à la Société des Nations où le Japon décide de s'exclure de la Société des Nations. Des grands pans de texte. C'est le fun à lire. C'est le roman dans la BD. Oui. Tous ces enfants de 8 ans qui trippent sur les relations internationales. C'est l'album. Semi-croquant, ce bout-là. Et dans cette page, pour ma théorie du 4 pieds 10, Tintin arrive même pas à l'épaule, parce qu'il y a un très grand coup, en plus, Monsieur Wang. Monsieur Wang, oui. Ouais. Donc, il arrive même pas à l'épaule. Et dans ce fameux article du Journal de Shanghai, on le dit, nous faisons annoncer, voici que paraît devant nous un jeune garçon vif et souriant, vêtu à la chinoise, ce tout jeune homme, presque un enfant. Ouais. Donc moi, je pense qu'on est remonté dans le temps, quelque part là-dedans, où il a foulé au lavabo. Mais tous les personnages sont un peu potelés, sont un peu difformes. J'ai comme l'impression que Hergé, quand ils ont dessiné, ils ont juste scrunché, puis ils ont juste pris un petit peu de hauteur. Parce que les Dupont aussi, les Dupont là, sont tout poignés. Tintin est très petit. Comme je l'ai vu dans le dernier album que j'ai vu, il était debout sur la table, son maître John le dépassait d'à peu près une tête. Je suis encore fou avec Garfield. Oui, parce que oui. Je pense que oui, mais rendu là, ça sert à rien. Je suis pas assidu. Désolé, je suis aussi mal préparé. On a reparlé encore tout à l'heure du fait que, selon toi, Guillaume, Tintin et évidemment Wolverine. Oui. Ta théorie, d'album en album, elle s'étoffe quand même encore une fois, parce que là, il y a Mitsu Hirato qui court après Tintin avec un fusil, ça va de soi. Également, un couteau. Et le couteau, mon Dieu... C'est un couteau. Il se fait dire que finalement, il y avait eu un échange de couteaux et c'était une lame en fer blanc. Mais il a quand même poignardé Tintin avec son poignard en fer blanc et la lame est tordue et Tintin est indemne. Est-ce que c'était vraiment une lame de piètre qualité?
Mais ça reste même avec une lame de pied de qualité. Là. Ou est-ce que le squelette de Tintin est recouvert d'un alliage indestructible qu'on appelle l'adamantium? La question est sur la table, mes amis. Parce que tu prends n'importe quel couteau sur le commerce, le plus cheap que tu peux trouver, tu poignardes quelqu'un avec, ça va quand même y faire je pense que oui, hein, ça va un pas pire bobo. Ben oui. Un inconfort. Là. Un léger inconfort. Mais parlant de l'âme, moi toujours donc. avec la chronique lourde, mon Dieu. ben oui, il y a quand même Mitsu Hirato qui se fait harakiri et il y a un entrefilet dans le journal pour l'annoncer. Mais c'est comme une mort assez souffrante, assez douloureuse. Ouais. C'est un suicide et on l'annonce comme ça dans le journal et je vous laisse peut-être dire la réplique de Tintin si vous l'avez sous les yeux Oui. à la page 61 qui semble vraiment très Vas-y, attristé. Guillaume. Ouais. Dieu et son âme. Mais c'était un rude coquin. C'était effectivement un rude coquin. Eh oui, mais là, Il y a pas il d'autre s'est façon. suicidé. C'est un peu cheap. quand même un rude C'était un rude coquin. J'espère que c'est pas sur sa pierre tombale ou qu'il dira pas ça. Probablement sur sa pierre tombale. Siji Mitsu Hirato, rude coquin. Trois cases plus tard, Tintin et Louis Dupont rigolent gaiement, tous les deux. Ben oui, écoute, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Hé là là. Oui. Hey, Ça fait le tour. ça fait le tour. Ça fait le tour du Lotus Ça Bleu. fait le tour du Lotus Ben Bleu. oui. Je pense que les gens sont plus... Je pense que c'est des beaux albums aussi. Il faut quand même le dire. Oui. Là, à partir Ben oui. de là, les albums Ça sont commence à être intéressants. vraiment le fun. Ouais. Donc, on Ouais, il vous y a invite... Normal qui rentre à un moment donné. Là. Mais on dirait qu'on s'en va vers quelque Ouais. chose, en tout cas. Moi, je... Ouais. Alors, on vous invite à prendre vos albums et à les lire avec nous pour les prochaines semaines. Puis aussi. suivez-nous sur le Facebook, facebook.com/RGCKRL ou sur Twitter, #matraquemolle. Hashtag matraque molle. Et moi, j'en chaque- profite pour dire que tout est en balado-diffusion également. Alors, ça sera bientôt sur iTunes. Je sais pas pourquoi on n'est pas approuvé. Probablement qu'il y a un descendant, un ayant droit d'Hergé qui doit absolument écouter toutes les balados-diffusions qui sont faites et lire toutes les thèses de maîtrise à propos de Tintin. On a même appris qu'il y avait un test psychologique qui était fait à partir des personnages de Tintin. Donc, on n'est pas si fou que ça de vouloir en parler. Sur le site de CKRL, dans la section programmation, il y a une grille horaire. Vous allez le mardi, vous allez voir direct à E = RG2 et vous allez voir, tout est écrit, balado-diffusion. Vous pouvez nous écouter directement ou le télécharger. Est-ce qu'on a une petite... on a combien de temps, là, Tania? 30 secondes. OK, parce que je vais vous poser une petite question de l'album Êtes-vous Tintinologue? Un petit guide. Je vous pose un petit quiz. Alors, comme ça, la première personne qui me répond à la question suivante. Quel est le nom du chef des hommes du désert? Quelqu'un a une réponse? Non, c'est le Shake... Ouais. Je ne sais pas. John Arbuckle. John Arbuckle. Non. Alors, c'est le Sheikh Patrash Pacha. Alors, Voilà. C'était si simple. La semaine prochaine, on parle de quoi? On parle de l'oreille cassée et l'île noire. Oui. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Ben, il y en a un, ça parle d'une oreille cassée. L'autre, ça parle d'une île noire. Assez foncé, ouais. Et c'est les premiers albums où Hergé invente des pays. Oui. Donc, le San Teodoros, c'est Nuevo Rico. Est-ce qu'il y avait vraiment une ligne directrice dans ces choses, Hergé? Hein? Est-ce qu'il y avait une ligne directrice? Parce que là, on parlait d'un cadre vraiment très précis, alors que finalement, il invente des pays. Ben, on va au se début, promener, hein, au début, c'est ça. Au début, c'est une petite une jobine qu'il fait dans le journal le 20e siècle. Dans le journal le 20e siècle. Donc, il fait ça une fois de temps en temps, une fois par semaine. Mais là, après, ça devient un peu plus sérieux. Il y a plein de sexagénaires qui sont mis à triper sur ce qu'il faisait. Alors, bon, merci tout le monde. C'est la fin de l'émission. Alors, on remercie Tania Beaumont, sa première présence à l'émission. Ah, ça a été un plaisir. C'est une fille! Olivier Morissette, salut. Merci. Guillaume Plante, salut. Salut! Mon nom est François Angers. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 18h30, mardi 18h30 pour Oui. E = RG2. Après la pub, c'est ma boîte à cassettes. Restez avec nous. Merci et à la semaine prochaine.